Bon, alors, chers amis, d'abord, je dois dire au passage que je suis spécialement heureux de vous retrouver. Bon, et surtout un samedi jaune. Alors, peut-être on aurait pu parler des samedis jaunes, mais ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est Ovidiu, pour lequel Henri a envoyé une très belle statue sur l'annonce. Mais je me rappelle que non loin de Bucarest, dans une forêt un petit peu éloignée, il y a un Ovide, le visage d'Ovide, 4 mètres de haut. Il y a beaucoup de statues d'Ovide, parce que Ovide est roumain, comme vous savez. Donc, c'est la première, en fait non, la deuxième séance, si on se rappelle qu'en octobre, on vous a présenté le site de notre année 2018-2019. Alors, Poésie vous invite à la séance Ovide 2018 avec, alors, c'est Marielle Massé qui conçut ces choses et qui va commencer, bien entendu, avec Luca Giacomoni, ici présent, et plusieurs d'entre nous, dont, eh bien, dans un ordre probable, Eddy, Laurent, moi je dirais quelque chose un petit peu, pas trop long j'espère, et puis Claude Mouchard et Martin Rueff. Voilà. Donc, Marielle, merci beaucoup que vous soyez là avec beaucoup de vos étudiants, surtout aujourd'hui, disons. Et voilà, c'est à vous. Merci Michel. Oui, heureusement que je suis là au milieu de cette brochette masculine. Donc j'ai mis mes paillettes pour faire rayonner un peu les métamorphosés, le féminin. En tout cas, je suis très très heureuse qu'on ait pu se retrouver avec Michel, tout particulièrement, autour d'Ovide, sans Marie Cosnay, qui est pourtant celle qui nous a rassemblés, puisque c'est elle qui a proposé, y ayant travaillé plus de 10 ans, une splendide traduction des Métamorphoses, parue l'année dernière aux éditions de l'Ogre. Une traduction magnifique en ce qu'elle rapproche considérablement le texte de nous, en faisant le choix notamment de n'avoir aucune affaîtrie de lexique. Virgo, elle ne traduit ni la Vierge ni la pucelle, mais la fille. Alors le Dieu et la fille. Elle ne cherche pas non plus à feindre une métrique. En revanche, elle fait un énorme travail de la syntaxe. Elle fait un gros travail syntaxique. Et donc, elle fait exister avec beaucoup de vigueur le texte d'Ovide pour nous tous aujourd'hui. Alors, c'est auprès d'elle qu'on avait envie de fêter les Métamorphoses. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, quand bien même elle aurait pu être là, peut-être qu'elle ne serait jamais arrivée à Montparnasse, en vérité. Aujourd'hui, en tout cas, merci à vous d'être là. Puis oui, merci spécifiquement aux auditeurs du séminaire de l'EHESS qui ont bravé les intimidations, disons, de la RATP, qui nous faisaient penser qu'on n'arriverait pas à traverser Paris. Alors, on va tous prendre la parole à tour de rôle, d'une façon soit préparée, soit plus improvisée. En vérité, ce qui nous rassemble, c'est le désir de faire entendre et de faire vivre le texte d'Ovide à partir de chacun de ses convictions, de ce qui lui importe dans le poème, de ce qui lui importe aussi dans le monde présent, d'où le titre qui a été trouvé par Martin, comme tous les beaux titres, Ovide 2018. Et donc voilà, on prendra la parole à tour de rôle. Vous êtes aussi invités à nous poser des questions, à intervenir si vous le souhaitez. On essaye de construire ça de la façon la plus légère possible. Alors pour ma part, on m'avait demandé, en fait, il y a quelques mois, un petit texte pour fêter les 50 ans de mai 68. Et j'ai proposé, à la place, de célébrer les 2000 ans d'Ovide, les 2000 ans des Métamorphoses, puisque, voilà, il y avait aussi cet anniversaire-là en 2018, parce qu'Ovide a peut-être écrit le chant qui peut soutenir en nous le goût des transformations, l'attente d'autres façons de vivre. Les métamorphoses, vous le savez, et ça se fait entendre avec une vigueur toute particulière
dans la traduction pourtant très scrupuleuse de Marie Cosnay, les Métamorphoses sont le grand poème d'un monde jamais arrêté, toujours neuf, traversé d'êtres changeants, pris dans une course infinie, animé de désirs, d'inquiétudes et d'audace immense, un chant qui donne la priorité au désir qui peut tout et qui brave tout, qui peut par exemple se dire même quand on n'a plus la parole, comme avec Écho, la nymphe Écho qui ne peut plus dire « je », qui ne peut pas commencer, qui ne peut que répéter, qui ne peut plus faire de phrases, qui devient Pierre même, et qui pourtant parvient encore à clamer son amour pour Narcisse, à dire « nous » si elle ne peut pas dire « je », c'est-à-dire aussi à se relier. Ovide chante la vie qui jamais ne se fixe, la vie toujours d'éclose et à faire, la vie qui toujours invente, dirait peut-être Gilles Clément, qui prend soin du jardin planétaire, bref, la vie qui est toujours une autre vie. Il chante les corpora nova, c'est le tout début du poème, ces formes changées en corps nouveaux et toujours renouvelés. Il chante le devenir, l'impermanence, la chance, mais aussi la charge que chacun peut avoir de gagner une autre façon d'être, encore une vie, encore un corps pour aimer. Et c'est de ce chant de la vie qui toujours invente que nous avons besoin aujourd'hui, j'en suis convaincue. Et ce n'est pas un hasard si plusieurs penseurs importants, ayant ou n'ayant pas lu Ovide ou n'ayant pas encore lu Ovide, se rassemblent aujourd'hui autour de la conviction que nous habitons effectivement un temps des métamorphoses, un monde singulièrement métamorphique. Un sociologue comme Luc Boltanski, que vous connaissez peut-être, qui est aussi poète, a eu un jour l'audace d'entendre dans les Métamorphoses une leçon sur la mobilité du social, sur la transformation qui est la substance même du social et qui est par conséquent aussi le moteur de la critique. La vie commune est faite d'arrangements, dit-il, mais d'arrangements fragiles, contestables, qui pourraient être tout autres, et exercer la critique, sentir que le monde pourrait et même devrait être différent, autrement dit s'engager ou lutter, c'est percevoir partout l'ouverture de ce tout autre, c'est entendre bruire les possibles à même le monde, et cela, les Métamorphoses le saisissent et le figurent à merveille, cette sorte d'imagination de ce qui est, l'imagination à même ce qui existe. Mais il y a plus, comme dirait Martin, mais il y a plus, parce qu'Ovide nous parle aussi de ce monde élargi, de ce parlement élargi que les anthropologues appellent désormais de leur vœu, un parlement qui rassemblerait sur la scène politique et même juridique, humains et non-humains, hommes et bêtes, fleuves, pierres, forêts. Dans les Métamorphoses, on devient laurier, vache, pluie, souche, et c'est comme ça qu'on se fait entendre, c'est comme ça qu'on invente des liens, des pouvoirs, des ruses, d'autres façons de se nouer. Dans cette quête d'une sorte d'écologie des liens, la décision de traduction de Marie Cosnay est d'ailleurs très précieuse, elle qui déséloigne le lexique, comme je le disais au tout début, et qui fait le pari de la syntaxe, c'est-à-dire d'une pensée et d'une pratique des liens dans et avec le monde, puisque c'est ça la poésie à laquelle on croit dans poésie aussi. C'est une poésie de la phrase, une poésie grammairienne, une poésie qui fait des liens et qui en défait d'autres, par conséquent. Or, je crois que pour ma génération, c'est-à-dire celle qui a grandi dans les années 80 et qui doit inventer des façons de vivre dans un monde abîmé, c'est la tâche qui nous revient en propre, en quelque sorte. Les luttes ont à voir avec ça, que les Métamorphoses font entendre très matériellement, l'élargissement du monde humain à d'autres sujets, d'autres voies, d'autres espaces, d'autres dépendances aussi, d'autres liens, l'élargissement du monde de la vie et des relations, autrement dit, si on veut, du monde politique, aux bêtes, aux fleuves, aux landes, l'étonnement donc devant ces choses qui ne parlent pas mais qui n'en pensent pas moins, qui peuvent porter plainte, crier comme Gaïa, gémir comme la Méditerranée. Ovide, en fait, nous convainc, et d'une voix qui résonne très, très puissamment aujourd'hui, que la terre ne se tait pas, qu'il faudrait savoir mieux l'écouter, élargir notre perception, puisque les choses de la nature, réputées muettes, en disent long, elles appellent, elles réclament, elles se cabrent, mais aussi elles proposent, elles pensent, elles imaginent, et c'est à l'écoute de cela que s'inventent les échos politiques actuels.
Notre imagination politique, nos partitions, certaines en tout cas parmi les plus inventives, nous les jouons en quelque sorte dans ces paysages ovidiens, ces espaces que l'engagement consiste à occuper et à réhabiter, où s'engager revient à protéger et augmenter la vie elle-même, la forêt de Bure, ou empêcher l'enfouissement de tonnes de déchets nucléaires, Notre-Dame-des-Landes, les plateaux, les zones humides, nos paysages, des paysages comme des barricades. Et puis il faut ajouter encore quelque chose, c'est que nous n'avons pas d'autre choix, sans doute, si on écoute Latour, par exemple, mais si on écoute tous ceux qui sont alertés par l'état des choses, nous n'avons pas d'autre choix dans ce monde abîmé que de parier sur les métamorphoses. Nous sentons le sol trembler, la terre s'émouvoir. C'était Michel Serres qui proposait de traduire comme ça « eppure si muove », et non pas « et pourtant elle tourne », et pourtant elle s'émeut, la terre. Nous sentons donc le sol trembler, la terre s'émouvoir, la vie frayer des chemins très déroutants. Des existants de toutes sortes surgissent, qui exigent une attention nouvelle. Il y a désormais beaucoup d'êtres qu'on ne sait pas nommer, comme chez Ovide, qui parle sans cesse de corps déformés, maltraités, des dérives du vivant, des hybrides. J'entends un petit papier qui froisse. Des chimères, des réseaux de ruines et de vie, des négociations bizarres et instables entre vivants, non-vivants, biologie, inertie, qu'il faut se garder de trop vite catégoriser, comme ce champignon qui pousse dans les forêts dévastées, qui pousse seulement dans les forêts dévastées, mais qui pousse, dont Anna Tsing, anthropologue, elle aussi a retracé la destinée biscornue dans le champignon de la fin du monde. Les métamorphoses, elles nous rappellent à cette multiplicité vertigineuse des formes de l'existence. Elles nous rappellent que des formes de vie succèdent toujours à d'autres formes, versent en quelque sorte les unes dans les autres, et c'est dans ce fil-là que court le poème. Les métamorphoses nous rappellent que la vie passe de figure en figure, se tord, se mêle. C'est par exemple Io, la fille d'Inachus, en vache aussi elle était belle, ou c'est Daphné saisie par Apollon, puisque tu ne peux être ma femme, tu seras mon arbre. Or, il nous revient, plaide dans un tout autre espace, Philippe Descola, ou Bruno Latour, ou encore Baptiste Morisot, il nous revient de supporter ce moment métamorphique qui est le nôtre, ce moment d'instabilité, où le sol connu s'est dérobé sous nos pieds, où l'on ne sait pas nommer la plupart des existants, où l'on ne sait pas non plus quelles relations il nous faut entretenir avec certaines formes de vie. On essaye de reconnaître des droits à des fleuves, et puis on a l'impression de s'être trompé dans cette requalification anthropomorphe immédiate. On ne sait pas exactement quelles relations il nous faut entretenir avec des formes de vie inédites, inquiétantes parfois, mais on pressent que c'est là l'un des enjeux majeurs. Réentrer en relation avec cette nature, enfin qu'on n'ose plus appeler nature, multiforme, qui se débat, partager un sol absolument mouvant, supporter le temps métamorphique, donc ne pas se dépêcher de croire savoir, ne pas se hâter de stabiliser les liens, et donc relancer l'imagination, et donc parier sur les métamorphoses. Alors les poètes ici ont un temps d'avance, parce que ces choses du monde qui réclament si fort qu'on les traite autrement, forêt, arbres, bêtes, vent, fantômes, qui réclament si fort qu'on les traite autrement et qu'on leur fasse une place dans un parlement enfin élargi, ces choses-là, ce sont en fait les très anciennes choses lyriques. Et la poésie ici est très savante, elle est experte même, elle qui est, comme le dirait Jean-Christophe Bailly, l'élargissement même. Alors donc Ovide 2018, parce que ce qu'il y a à imaginer, ce sont toujours d'autres idées de vie, d'autres formes de vie, parce que dans certaines histoires ou dans certains espaces, les vies sont déjà effectivement autres, changeantes, surprenantes, imaginatives, elles se risquent, elles s'inventent, et en s'inventant, elles se prouvent, et parce que des possibles, d'autres liens, de la forêt, de la ZAD même, si vous permettez, c'est-à-dire de la vie à tenir en vie, il y en a un peu partout dans nos existences. Donc voilà ce que pour aujourd'hui, j'entendais souffler par le courant d'air chaud
des métamorphoses. Alors je vais maintenant faire parler Luca Giacomoni, qui est venu aux métamorphoses d'une autre façon, avec d'autres mots-clés aussi, de tout autre mot-clé, sans aucun doute. Luca Giacomoni est metteur en scène. L'an dernier, il a donné une série de spectacles au Théâtre de la Villette à partir de l'Iliade, en 10 soirées. Et une des particularités, c'est qu'il a fait jouer avec des acteurs professionnels des détenus de la maison d'arrêt de Meaux. Et en ce moment, il travaille sur les métamorphoses dans la traduction de Marie Cosnay avec des femmes de la Maison des femmes de Saint-Denis, à qui ce texte dit beaucoup parce qu'elles ont été mises en danger, comme beaucoup de métamorphosés d'Ovide, et parce qu'elles appartiennent aussi souvent à des mondes, à des cultures ou à des modes de croire traditionnels où la réalité est tranquillement ou normalement changeante et multiple. Alors on doit la présence de Luca Giacomoni à Pierre Judet de Lacombe, lui aussi cruellement absent comme Marie Cosnay. Il a préfacé la traduction des Métamorphoses de Marie aux éditions de l'Ogre, une très très belle préface qui fait exister justement une idée très forte de la langue qui peut tout dire et tout susciter. Donc merci à Pierre pour nous avoir amené la présence de Luca. Alors en fait, simplement j'ai envie de le laisser présenter son projet, peut-être en mettant l'accent sur plusieurs choses successives. D'abord, ça serait précieux pour tout le monde que tu nous décrives le projet lui-même, que tu nous parles de ce qu'a ouvert la traduction de Marie Cosnay, si elle a spécifiquement ouvert quelque chose dans ta démarche. Et puis peut-être que tu mettes l'accent sur tel ou tel des métamorphosés ou des mythes d'Ovide autour duquel tu as déjà travaillé avec tes acteurs et qui te tiennent particulièrement dans cette démarche-là. D'accord. Donc merci d'abord à tous. Et c'est vrai, merci à Pierre, sans lequel je ne serais pas là à parler de ce projet. Donc oui, la première chose à dire de cette mise en scène des métamorphoses est que la première particularité tient au fait qu'il y aura une distribution mixte de professionnels et non professionnels. C'est une chose que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler sur Iliade, donc à la prison de Meaux. Quand j'ai monté Iliade, qui était une série théâtrale faite en 10 épisodes, avec des personnes qui à l'époque étaient détenues et des acteurs professionnels, j'ai découvert sur le plateau cette beauté de la fragilité, de la vulnérabilité de l'amateur. Et ça m'a frappé aussi le fait que Iliade parle de colère et je suis allé chercher des hommes en colère. Quelque chose de juste est apparu parce que ces personnes-là pouvaient dire les mots d'Homère de manière totalement juste et inattendue. Avec leur fragilité, leurs accents et le passé qu'ils portent dans leur visage, dans leur corps, Homère était vivant. Et c'était pour moi une révélation. Donc je l'ai découvert réellement en regardant le spectacle sur le plateau et ça m'a donné une direction à suivre. Voilà. Ensuite, une amie réalisatrice qui a vu Iliade m'a proposé de faire un travail à la Maison des femmes de Saint-Denis. La Maison des femmes n'est pas une prison pour femmes, je le dis parce que ça peut prêter à malentendu. La Maison des femmes de Saint-Denis est un lieu d'accueil médical, juridique et psychologique pour les femmes victimes de violences. Donc c'est un lieu dans lequel les femmes, pas seulement de 93, mais de la région parisienne, et pas que, viennent pour demander de l'aide, ou un suivi, ou un conseil, ou un accompagnement. Plein de formes différentes. Et donc j'ai accepté la proposition de travailler avec ces femmes-là. Et quand j'ai commencé vraiment à plonger dans le lieu et dans la vie de ces femmes, parce qu'il y a des groupes de parole, donc j'ai commencé j'ai été accueilli
au sein de ce groupe de femmes. Voilà. Après avoir passé 3 ans avec que des hommes, là, pour le coup, ça change totalement d'énergie. J'étais le seul, et ça m'a beaucoup touché d'être accueilli et d'entendre parler d'excision, de viol, d'inceste, violence conjugale, enfin, des thèmes qui m'ont fait tout de suite penser à Ovid. Quand je me suis posé la question comment travailler théâtralement avec ces femmes-là, Ovid est apparu comme une évidence, justement parce que, comme tu dis, ces corps maltraités, ces métamorphoses qui, chez Ovide, justement, terminent malheureusement souvent pour le pire, effectivement, il y avait une évidence. Et je me suis dit, probablement, elles peuvent porter la voix des héroïnes d'Ovide avec la même justesse des personnes qui ont porté Iliade, et donc Agamemnon, Hector, Patrocle, Achille, etc. Parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Voilà. En fait, il y a avant tout une expérience de vie très forte qui les a marquées. La Maison des Femmes est avant tout un lieu de renaissance et de résilience. Donc c'est un lieu de changement et de métamorphose, au sens le plus noble et le plus lumineux du terme. Et aussi, comme tu disais, justement, c'est des personnes, la plupart viennent de l'immigration et d'une immigration de l'Afrique subsaharienne. Pour elles, c'est absolument leur quotidien, leur normalité qu'un homme devienne une plante ou un animal ou la pluie. Et c'est pas du tout comme chez nous, dans lequel on prend comme un poème symbolique, mais c'est pas du tout symbolique, c'est réel, c'est la vraie vie. Un enfant naît et c'est un serpent. Et quand un enfant naît et il est serpent, ben, il faut l'amener chez la personne qui l'accompagne à la mort. Parce que quand un enfant naît, et en fait c'est pas un enfant mais c'est un serpent, il ne peut pas continuer à vivre. Et c'est si simple que ça, en fait. Comme vous connaissez le récit patriarcal qui oblige qu'une femme soit excisée, quand je vais parler d'Ovide et quand on parle de ce que c'est être une vache, ce que ça veut dire être transformé en bois, ce n'est pas une métaphore. Ça devient très, très concret, cruellement concret. Et comme je suis metteur en scène et comme l'art théâtral exige une grande, exige du vécu, c'est un art dans lequel les idées peuvent exister seulement si incarnées dans un récit et dans la vraie vie. Voilà, pour moi, c'est précieux de plonger là-dedans et de sentir qu'effectivement, Ovide peut renaître à travers la voix de ces personnes-là. Tu m'as posé plein de questions, donc je vais essayer de voir si je peux répondre à tout. Alors, avant tout, Ovide, je ne traiterai pas la totalité du poème parce que c'est très vaste. J'ai commencé aujourd'hui à travailler autour de Daphné, Io, Écho, peut-être Arachné, Écho. Voilà, il y a certains mythes qui m'intéressent et qui m'intéressent justement parce que ils font écho à quelque chose que je trouve là sous mes yeux. C'est un atelier hebdomadaire, j'y vais tous les mercredis. Et normalement, l'année prochaine, à l'automne, il y aura la création. Je ne peux pas dire encore où, parce que rien n'est signé, mais croisons les doigts. Normalement, c'est prévu pour l'automne prochain. Donc, oui, comme je disais, la première fois où j'entendais ces histoires qui viennent d'un village de la Côte d'Ivoire, dans lequel c'est tout à fait normal qu'une femme devienne une plante, évidemment, mon esprit est allé à Apollon et Daphné. Donc, encore une fois, nous avons, je pense, tous vu plein de sculptures, de tableaux, d'œuvres d'art représentant ce moment qui peut, comment dire, voilà. Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique si on oublie ce que c'est. C'est que c'est magnifique l'œuvre d'art, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a un Dieu qui est en train de violer une fille. Et que, justement, comme tu dis, si tu ne peux pas être ma femme, alors tu seras mon arbre. Et
Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on va vraiment écouter les témoignages des femmes victimes de viol, cette notion de corps qui s'endurcit, cette insensibilité, le fait qu'il y a une sorte de doublement, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt, une sidération, parce que voilà, tout l'organisme est mis en état de survie. Ça revient souvent, cette métaphore de, oui, c'est du bois, c'est creux. Je deviens une chose, je deviens un objet. Je deviens un objet et c'est réel. Exactement comme Io transformé en vache par Zeus, bah, pareil, ça peut faire sourire, mais à quel moment je deviens une vache pour mon homme? C'est ça la question en fait. La question que j'ai envie de me poser avec Ovide, c'est allons voir de près ces histoires-là. À quel moment réellement, et c'est la question que moi, mettant en scène, je me poserai un jour quand on traitera de manière, voilà, quand on rentrera vraiment dans la matière, parce que pour l'instant, voilà, c'est juste, on est en train de préparer encore le travail, mais on n'est pas vraiment rentré dedans. Il y a un travail de confiance extrêmement important à faire, évidemment, avant de se jeter dans le travail de mise en scène. Mais oui, être une vache, ça veut dire quoi être une vache? On devient une vache à un moment donné, pour un homme. Ou bien encore vous voyez, si vous voyez comment c'est juste les mots d'Ovide. Écho ne peut plus dire je. Vous voyez, je ne peux plus dire je. Je suis condamné à répéter les mots de quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à faire une phrase. Je deviens Pierre. Ça, c'est, en fait, moi, ce qui me touche, c'est que, évidemment, encore une fois, je suis metteur en scène, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas un philosophe, donc j'apprends la chose du côté de la vie, parce que c'est la vie qu'on cherche au théâtre. Ben, c'est frappant, hein, ça ne me semble pas le fruit du hasard. Voilà. Il y a trop de coïncidences pour me dire il y a quelque chose qui est juste là-dedans et que j'ai envie d'explorer. Donc accéder au groupe de parole et entendre ça et voir que tout est là, en fait, ça m'a vraiment frappé énormément. Ensuite, Pierre, qui a vu Iliade et qui avait beaucoup aimé donc, notre manière de traiter l'épopée d'Homère, les pics d'Homère, parce que nous, on a utilisé donc l'original de Homère, on a utilisé l'adaptation d'Alessandro Baricco, qui a été fait en Italie il y a quelques années, et les improvisations des personnes qui étaient à l'époque en prison à Meaux. Nous avons tourné le récit à la première personne. Baricco l'a fait et nous, on a suivi cette direction-là, c'est-à-dire qu'Agamemnon, Achille, Hector et les autres disent « j'ai vu ceci, je fais cela ». Le jour où mon père m'a envoyé à la guerre. Voilà. Et en fait, on n'est pas un narrateur en haut qui voit les histoires des hommes et des femmes comme ça, de manière un peu détachée, mais on est vraiment dedans. Il y a un effet étrangement cinématographique qui est déjà présent chez Homère, mais qui est renforcé de cette manière d'entendre le récit à la première personne. Et c'est devenu tout de suite très théâtral. Donc je vais prendre le texte d'Ovide et faire la même opération. Io, Écho, Daphné diront « je ». Apollon dira « je ». Et donc il y aura un travail d'adaptation. Marie Cosnet, d'accord, ça tombe bien. Et effectivement, ce qui m'a plu dans la traduction de Marie, justement, c'est Pierre qui me l'a envoyé. Il m'a dit, Lucas, absolument, il faut que tu découvres ça parce que ça va te plaire. Oui, j'ai retrouvé cette justesse et il y a une fluidité. Et effectivement, je trouvais étonnant. Je ne sais pas qui parmi vous a lu Les Métamorphoses de Marie, mais il y a quelque chose d'extrêmement... on n'a pas envie de s'arrêter. Il y a quelque chose qui court, exactement. Et c'est étonnant de sentir qu'il n'y a pas... On n'a pas l'intention d'entendre une voix d'une traductrice, mais on entend la voix d'Ovide. C'est assez frappant d'être dedans, tout de suite plongé dans la création du monde, les âges, et d'un mythe à l'autre, etc. Donc, pour moi, c'est encore un peu tôt par rapport à mon travail. Je ne suis pas encore arrivé au texte parce que je suis vraiment encore à un stade dans lequel je travaille beaucoup sur le récit autobiographique de ces personnes-là et sur l'humain et sur comment créer un groupe
qu'il puisse un jour jouer sur scène. Mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui me plaisait. À la fois, elle a une sorte de... Moi, personnellement, je ne suis pas un expert, vous me direz si c'est votre avis aussi. Je sens à la fois une grande fidélité et une sorte d'irrévérence, voilà, de changer beaucoup de choses qui m'a beaucoup plu. C'est l'esprit que je trouve chez Pierre aussi, quand j'entends parler d'Homère, et c'est quelque chose qui me touche et que j'ai envie de porter sur scène. En fait, je pense, au fond, que notre rôle, c'est ça. C'est que Ovide est mort jusqu'au moment où quelqu'un arrive à le faire naître. Je pense que Marie a réussi cette chose-là, et voilà. J'ai envie de tenter la même chose. Merci beaucoup. Là, on a déjà 2 Ovides complètement différents. Le peu que j'ai essayé de dire ou que j'ai entendu chez Echo, est-ce que toi, là où toi tu as mis l'accent, on a 2 voix tout à fait contradictoires, parce que j'entends bien ce que tu dis et la façon dont ça allégorise d'emblée et avec quelle force et avec quelle violence des situations d'inégalité de parole tellement crues. Ne pas dire je, devoir répéter. Et en même temps, le texte, il est très troublant parce que justement, il la laisse parler malgré cette série de privations, ne pas pouvoir commencer, ne pas pouvoir dire je, ne pas pouvoir faire de phrases, ne pouvoir que, etc. Et moi, j'ai été frappée presque à l'inverse, en fait, par le fait qu'Echo, mieux que je, elle arrive à dire nous. Enfin, et Marie, elle a des choix de traduction extraordinaires. Narcisse lui dit plutôt mourir que d'être avec toi. Alors elle répond être avec toi. Viens ici, réunissons-nous. Il fait, Narcisse est un peu comme bravage, comme ça. Viens, on va se battre. Viens ici, réunissons-nous. Unissons-nous. Et il y a quelque chose d'une tendresse très très forte aussi dans cette façon dont Echo tourne à l'amour les phrases de la privation et du handicap à parler. Absolument. Et d'ailleurs, j'insiste, je rajoute une couche. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi une femme victime de violence reste ? Alors, quelques-uns hochent la tête dans la salle. Très bien. Pourquoi une femme qui est victime de violence quotidiennement reste en couple ? C'est là où moi je dis effectivement, le mythe est intemporel et le mythe est là. Enfin, je ne veux pas plutôt mourir que rester ensemble. Rester ensemble. C'est ça le décalage. C'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, s'appelle Narcisse. La contradiction, pour moi, est là, et c'est là où ça devient vivant. Et bien sûr, on est touché par ce personnage qui répète et qui dit « nous ». Bien sûr, exactement comme ces femmes-là qui disent « nous », qui continuent à penser « nous », que malgré tout, elles pensent encore « nous ». Malgré les blessures, les plaies, malgré les coups, on continue à dire « nous ». Et voilà, le défi pour moi, du point de vue théâtral, on verra si on y arrive, c'est de pouvoir faire entendre ces différentes couches. Parce qu'à la fois, il y a l'impossibilité du jeu et il y a la possibilité du nous. Et à la fois, il y a le point de vue d'un côté de Narcisse et il y a le point de vue de l'autre côté, de Echo. Et pareil pour Apollon et de l'autre côté, Daphné. Ça devient véritablement théâtral et donc tragique quand on peut entendre tous les points de vue et les faire exister avec la même dignité sur le plateau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont des questions sur son travail, sur sa démarche. C'est peut-être le moment. Oui, Isabelle. Est-ce que vous avez déjà dit à ces femmes que ça irait vers un projet de théâtre ? Oui, absolument oui. Et quand et comment ça s'est passé ? En fait, j'ai commencé petit à petit à fréquenter les groupes de parole
en me présentant, en disant je m'appelle Lucas, je suis metteur en scène et j'ai envie de faire ce travail-là. S'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de me suivre dans l'aventure pour faire exister leur voix, c'est la bienvenue. Et donc il y a des femmes qui tout de suite se sont dit je suis là. Pour toutes sortes de raisons. Par exemple, la première personne qui a accepté, ce qui m'a touché, c'est une femme qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui est exciseuse. Elle a été l'assistante d'une femme qui excisait. Et le jour où sa tante, donc l'exciseuse, est décédée, le village lui a dit « Maintenant, c'est toi. Maintenant, c'est toi qui vas le faire. Toi, tu as toujours suivi ta tante. Il n'y a que toi qui peux le faire. » Et c'est un rôle presque sacré, en fait. Parce que, d'ailleurs, c'est un rôle qui est aussi sage-femme. C'est aussi tout ce qui est du monde du féminin, c'est elle qui s'en charge. Donc, c'est un rôle extrêmement important. Quand elle parle dans le village, tout le monde l'écoute. C'est une autorité, en fait. C'est presque une divinité. Et en fait, elle a quitté le village parce qu'elle ne voulait pas prendre ce rôle-là. Et quand on s'est rencontrés, quand je dis, voilà, je suis metteur en scène, elle a dit, j'ai envie de faire ce projet parce que j'ai envie que mon histoire arrive un jour sur un plateau de théâtre. Alors, elles savent qu'il y aura un masque, le masque d'Ovide. C'est-à-dire que, exactement comme les personnes que j'ai rencontrées en prison, ils avaient le masque de Agamemnon, Patrocle, etc. Je ne travaille pas véritablement avec le récit autobiographique. Je n'aime pas en fait ce genre d'opération, même s'il y a des choses absolument sublimes qui ont été faites. Mais ce n'est pas mon théâtre en fait. Mais je suis sûr que si on écoute, on prête attention aux mythes, cette vie-là peut apparaître. Et donc ces personnes-là s'engagent aujourd'hui. Il y a, je pense, d'autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année, parce que l'atelier est jusqu'à juin, avec ce même esprit. La deuxième qui s'est engagée avait le même désir. Elle m'a dit, j'ai vécu ça, j'ai perdu ma sœur parce qu'elle a été excisée quand elle avait 12 ans. Et j'ai envie que ça se sache. J'ai envie que c'est un acte barbare et qu'il doit s'arrêter. Et s'il faut que je prenne la parole sur un plateau, ben je prendrai la parole sur un plateau. Voilà. Et comment on fait pour travailler sur le corps avec ces femmes du coup, qui ont vécu des violences pour qu'elles arrivent à avoir un corps qui prend en charge le mythe, mais en même temps qu'elles transforment leur douleur en quelque chose qui puisse servir, mais... Enfin... Eh bien, je ne sais pas. C'est la grande question du projet. Comment faire ? Parce que la clé est là, effectivement. En fait, tout passe par le corps. Et donc, comment faire pour faire en sorte que ces corps, qui a déjà un lieu de mémoire et de souffrance, puissent devenir aussi autre chose ? En fait, je ne sais pas aujourd'hui, et je pense que je fais ce projet pour le découvrir. Parce que j'ai envie un jour d'avoir vécu moi aussi cette métamorphose avec elle. Voilà. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est pour donner naissance à cette métamorphose que vous avez préféré prendre des amateurs, enfin, qui ont vécu cette histoire, plutôt que des comédiens qui auraient pu raconter ça aussi, parce que ça, c'est aussi le rôle du théâtre. Le théâtre, c'est pas la vie. Enfin, pour moi, le théâtre, c'est pas la vie. Mais bon. Et donc, voilà. Est-ce que ça fait partie aussi de votre choix de prendre parce qu'elles auraient très bien pu raconter leur histoire. Et puis, des comédiens prendre en charge cette histoire. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous sur le fait que le théâtre n'est pas la vie. Et c'est bien justement pour ça qu'on a besoin de théâtre. Parce que ce n'est pas comme la vie. Et alors, il y aura des professionnels. Il y aura un mélange d'amateurs professionnels. Mais, encore une fois, pour moi, c'était extrêmement frappant l'année dernière, même il y a 2 ans et demi. La première fois, pour ceux qui connaissent Iliade d'Homère, le poème s'ouvre avec une dispute entre le plus fort et le plus puissant des guerriers. Et Agamemnon était interprété par un amateur, Achille était interprété par un comédien professionnel. Et ça commence avec cette dispute-là. Et la première fois où j'ai vu sur le plateau cette décharge électrique qu'il y avait entre quelqu'un qui joue la colère et quelqu'un qui est en colère,
ça m'a interrogé, moi, et aussi le comédien professionnel, sur ce que c'est de faire du théâtre. Parce qu'en fait, on va vraiment questionner la question, enfin, on va toucher qu'est-ce qui est réel, en fait? Où est la fiction? Où est la réalité? Qu'est-ce que je suis en train de voir sur le plateau? Évidemment, il y a Agamemnon et Achille, mais pourquoi le spectateur sentait vibrer le plateau? Parce que sur le plateau, il y avait quelqu'un qui comment dire, en fait, l'amateur était en train de jouer une fiction, et pourtant on sentait bien qu'il était capable de faire la chose pour de vrai. Donc, entendre quelqu'un qui parle en sachant qu'il a vécu telle chose-là et que ça fait écho à quelque chose, en effet, ça doit être le travail de n'importe quel acteur, parce que c'est ça qu'on demande à un acteur. Mais je trouve intéressant de brouiller les pistes et de mélanger les deux personnes. D'ailleurs, la chose que je préférais entendre quand on sortait d'Iliade, les spectateurs disaient on n'arrivait plus à comprendre qui est qui. Et c'était le but, en fait. On avait tous envie de ça. On avait envie de plonger dans une histoire, s'immerger dans un récit et oublier, en fait, qui est amateur, qui est professionnel. Et juste sentir que l'histoire devient vivante. Pardon. Les rôles d'hommes seront peut-être alors joués par des professionnels, Narcisse ou Apollon. Oui, alors j'ai pas encore choisi. J'ai pas encore choisi. Et d'ailleurs, j'hésite parce qu'à vrai dire, il y a une partie de moi qui aimerait avoir un plateau que de femmes. Ah ouais, on a une réponse dans la salle. C'est bien, c'est bien. Parce qu'en fait, même dans les groupes de parole, c'est tellement présent le masculin, même dans son absence. En fait, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de comédiens professionnels hommes? En fait, il y a 3 mois, je ne pensais pas à cette chose-là, je le comprends maintenant. Mais maintenant, en travaillant avec ces femmes, je me dis, mais je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de ça, parce que tout est déjà là, en fait. Moi, c'était juste une petite remarque, parce que Joël Pomera a fait aussi l'expérience d'une mise en scène avec des tenues de longue peine à Arles. Et il disait que la plus grande récompense de ce travail, c'était que, donc ça a été ouvert au public, ça a été dans la présentation publique, c'est que les gens ne savaient plus qui étaient les professionnels et qui étaient les détenus. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi je trouve que ce serait un beau pari de ne faire ça qu'avec des femmes, parce que non seulement il y a peu de féminins, dans les prisons, par exemple, il y a 3% de femmes, 97% d'hommes. Mais en plus, par exemple, le théâtre élisabétain, il n'y avait que des hommes qui jouaient tous les rôles. Donc oui. Pourquoi pas tenter le... Je suis d'accord avec vous. On écoute Echo, Martin. Déshabille-toi. Oui, on se disait avec Claude que c'était peut-être bien que on donne la parole à la fois au vide, à Marie, qu'on honore ici, et à Echo, qui donc vous unit et vous sépare dans l'interprétation, d'une certaine manière. Donc on est au livre 3, et de fait, ce livre 3, qui est un des livres dramatiques, parce qu'il est lié à la figure de Diane, la séparatrice, met en scène des jeunes hommes qui sont des jeunes hommes qui pensent que pour réussir leur vie, il faut se séparer. C'est ça l'histoire de Narcisse. Il croise quelqu'un qui pense que pour réussir sa vie, il faut se coller. Et c'est Echo. Echo le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche, comme quand le bout de la torche enduit de soufre vivace attire les flammes qu'on y porte. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres, et lui faire de douces prières. Sa nature refuse, elle ne peut que commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête, guetter les sons, renvoyer les mots. L'enfant, Narcisse, loin de sa fidèle troupe de compagnons, dit « Qui est là ?»« Là !» répond Echo. Stupéfié, il regarde dans tous les coins, il appelle « Viens !» Un appel répond à l'appel, il se retourne, personne ne vient. « Pourquoi, dit-il, me fuis-tu » Ces mots qu'il dit, il les reçoit. Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit
Ici, réunissons-nous. Et à rien, jamais, avec plus de plaisir, Écho qui répète n'a répondu « Unissons-nous ». Elle est bien d'accord. Elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré. Il fuit et fuyant, « Sors tes mains de là, je mourrai, dit-il, avant d'être à toi. » Elle ne répète plus rien sauf « être à toi ». Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. Son amour est bien accroché. Il grandit de la douleur du refus, les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps, la maigreur fripe la peau, et dans les airs le suc du corps va tout entier. Juste une voix, juste restent les os, la voix demeure, les os, dit-on, prennent figure de roche, depuis, elle se cache dans les forêts, on ne la voit plus sur la montagne. Tout le monde l'entend, elle est le son, il vit en elle. Merci beaucoup, Luca. Je vous laisse faire Monsieur Loyal, Michel. Je dirige. Alors, Eddie Cadour. C'est Claude. Non, non, c'est Laurent. Non, c'est non. C'est ça, on se verse dans. Ouais. Peut-être. Bon, voilà. Alors, Laurent, sur métaphore et métamorphose. Oui, je voudrais parler des partis pris de traduction de Marie Connet, de leur force, et d'un coup d'éclat dans cette traduction qui se concentre sur un mot essentiel, auquel elle a choisi de restituer une force ancienne, mais qui apparaît toute neuve, parce que tout au long du texte, elle rend le latin carmen par le mot poème. Alors évidemment, elle sait bien que carmen latin, désigne aussi bien le chant mesuré du poème que la récitation d'une incantation magique. Mais avec Ovide, Marie Connet nous invite à remonter en deçà de cette distinction. Elle nous invite à saisir dans une entente unique la magie métamorphique des pouvoirs du langage et le poème métaphorique des transformations divines. Il existe d'ailleurs évidemment un Dieu en qui se conjoignent poème et charme magique, c'est Orphée, qui relaye d'ailleurs la parole d'Ovide durant tout le chant 10 des Métamorphoses. Et dans l'épisode de la descente d'Orphée aux enfers, en quête d'Eurydice, bien malin, qui pourra distinguer poésie et magie, d'après le récit qu'Ovide fait de l'action du Dieu sur les Euménides. Tunc primum lacrimis victarum carmine fama est, Eumenidum maduisse genas, que Marie Connet traduit. On raconte que pour la première fois, vaincus par le poème, les Euménides mouillent leurs yeux. Fléchir des divinités infernales jusqu'à rouvrir les portes de la mort, c'est beaucoup plus que charmer des auditrices par un poème émouvant. Et lorsqu'Orphée, toujours au chant 10, s'exclame « Ab Iowe, musa parens, carmina nostra mowe », c'est-à-dire, selon Marie Connet, « Par Jupiter, muse ma mère, bouge mon poème ». Il apparaît bien que c'est la puissance divine des dieux qui anime le mouvement du poème. Et s'il fallait un autre exemple de cette quasi-indistinction entre charme et poème, on pourrait aussi s'attarder aux épisodes consacrés à Médée, au chant 7. La magicienne Médée
est parvenue à devenir la femme de Jason en l'aidant à conquérir la toison d'or. Et Jason lui demande la faveur de rajeunir son père, quitte à lui soustraire quelques années. Il lui dit alors « Quid enim non carmina possunt » Tes poèmes, que ne peuvent-ils pas? Et répondant au vœu de Jason, Médée s'adresse alors en ces termes à la nuit, à Hécate et à la terre. Avec votre aide, quand je veux, sur les rives étonnées, les fleuves remontent aux sources. J'arrête ce qui bouge. Je bouge de mon champ les flots immobiles. Je pousse les nuages. Je fais venir les nuages. Les vents, je les chasse. Je les appelle. J'écrase la bouche des serpents d'un mot, d'un poème. Viperea rumpo verbis et carmine faoses. Bouge mon poème, demandait Orphée à la muse. Mais de son poème, Médée fait bouger les éléments, elle arrête les nuages, elle anime les flots immobiles, elle écrase la gueule des serpents. À cette maîtrise magique de l'arrêt et du mouvement répond l'animation poétique des êtres par leur semblance et l'arrêt des êtres dans un nom qui rive leur destin à une apparence finale. Combien de nymphes arrêtées dans leur fuite et rivées à leur nom? Ainsi, au chant 1, la fille du fleuve Pénée, lui-même un être de fuite. Nymphe, je t'en prie, arrête, dit Phébus, à celle qu'il poursuit de son désir. Et dans cette chasse, pourtant, il l'anime en poète de toutes ses semblances avec de tendres proies. Et il la revêt de toutes les apparences animales de l'innocence en fuite. Je cite, « L'agnelle fuit le loup, la biche le lion, et la colombe d'une aile frissonnante l'aigle, chacun son ennemi. Moi, c'est par amour que je te suis. » Et malgré ces dénégations, Phébus est-il lui-même autre chose que la féroce bête de chasse que le poète identifie en lui? Je cite Ovide. « Comme le chien de Gaule sur une plaine libre voit un lièvre, à toutes jambes, l'un cherche la proie et l'autre le salut. L'un semblable à qui croque, déjà espère, tenir et serre les traces en tendant le museau. L'autre ne sait pas s'il est pris aux morsures, s'arrache et laisse la gueule qui l'accrochait. Ainsi, le Dieu et la fille, lui mu par l'espoir et elle par la peur. Et pour fuir la fuite, la nymphe n'a d'autre recours que de supplier son père le Pénée de la transformer en son nom. Car est-elle Daphné? Est-elle Laurier? Daphné a-t-elle déjà son nom avant que Pénée n'exauce sa prière? Où le rejoint-elle, ce nom? Je cite. « La prière, à peine finie, une lourde torpeur envahit les bras, le sein doux est cerclé de fine peau, en feuillage les cheveux, en branches les bras poussent, le pied jadis si vif colle aux racines figées, la tête est la cime, une splendeur demeure en elle, Phébus l'aime encore, et la main posée sur le tronc, il sent son cœur palpiter sous l'écorce nouvelle et embrasse les branches comme des bras. De toute sa force, il donne des baisers au bois et le bois lui renvoie les baisers. Alors, puisque tu ne peux être ma femme, tu seras mon arbre, dit-il. Ma chevelure te portera toujours, laurier, ma cithare te portera, mon carquois te portera. Semper abebunte, coma, te citharae, te nostrae, laore, faretra. De Daphné, la voici devenue laurier, c'est-à-dire rendue à elle-même. Le mythe n'aura raconté que le devenir de son nom. Et dans ce destin vers la littérisation de son nom, elle n'est pas la seule.
le fils d'Amyclas et Diomède, amant d'Apollon, que ce dernier tue par accident, un jour que tous les deux lancent le disque, est-il Hyacinthe avant que son sang ne coule, qu'il ne soit transformé en fleur et que son nom ne porte pour initiale le aïe de la lamentation. Et la nymphe Lotis, fuyant les obscénités de Priape, était-elle Lotis avant de, je cite, verser dans la fleur son visage? Et la fille de Cinyras, qui brûle de désir pour son père et finit par s'unir à lui, la fille de Cinyras est-elle Myra? Est-elle Myre? Avant qu'elle ne consomme ce sacrilège et ne demande aux dieux « Changez-moi, refusez-moi, et la vie et la mort », avant qu'elle ne soit exaucée et transformée en Myre. Bien sûr, raconte Orphée, elle a perdu les sens anciens en perdant son corps, mais elle pleure, et des gouttes tièdes coulent de l'arbre. Grand honneur à ses larmes. La myrrhe, distillée dans le bois, tient son nom de sa propriétaire, qui ne sera jamais tue. Deviens tes larmes et la plante qui les verse. Dans le nom métamorphique se précipite et se chiffre un mythe. Deviens ton nom, disent les dieux et les poètes. Et parfois, change ton nom pour un autre qui ressemble davantage à ta fin. Prends la forme métaphorique de ton destin. Ainsi, Adonis, aimé de Vénus, qui l'a prévenu contre les dangers de la chasse, il affronte néanmoins un sanglier furieux qui le déchire et l'abat sur le sable roux. Vénus, qui du ciel le voit, se plaint des destins. « Tout ne sera pas sous votre loi, dit-elle. Il restera le rappel de ma douleur, mon Adonis. Une image de la mort répétée chaque année représentera mon deuil. Elle arrose le sang d'un nectar parfumé. Dès qu'il est touché, il gonfle, comme si des bulles translucides surgissaient de la boue brune. On attend à peine une heure, une fleur de même couleur naît. Les grenades qui cachent sous l'écorce souple leurs grains ont la même. Leur temps est bref. La fleur mal accrochée, fragile, d'une grande légèreté, le vent qui lui donne son nom la secoue. D'Adonis, c'est-à-dire Seigneur, régnant par sa beauté sur le cœur de Vénus, le voici transformé en anémone, c'est-à-dire agité par le vent. Fleur fragile et éphémère, trop vite fanée. Bouge mon poème, dit aussi Ovide à la muse, mais aussi, implicitement, fixe-le en des formes. Les métamorphoses offrent toutes les figures contradictoires de l'arrêt et du mouvement. Car pour fuir un dieu, ou une faute, ou un destin, on se précipite en une forme. On prend racine, on se couvre d'écorce, on se fait chêne ou tilleul, comme Philémon et Baucis, ou plus dur encore, l'on est pétrifié, comme Lycas, mais aussi le contraire, on devient insaisissable, on est fait rivière, comme Byblis, éprise de son jumeau, ou l'on devient oiseau, comme Perdrix, ou plus haut, on monte au ciel en constellation, comme Ariane. Et voici pour finir ce que dit le fleuve Calydon en s'adressant familièrement à Thésée. Il y en a, garçons, dont la forme, une fois changée, garde sa métamorphose. D'autres ont le droit de passer de figure en figure. Quibus in plures ius est transire figuras. Et il nomme Protée comme maître de la refiguration. Une fois on te voit jeune homme, une fois lion, maintenant sanglier violent, maintenant on craint de te toucher, tu es serpent. Une fois des cornes te font taureau, souvent tu sembles pierre, arbre souvent. D'autres fois, imitant le visage des eaux limpides, tu es fleuve. D'autres fois, le contraire de l'eau, le feu. Ainsi va le poème,
arrêtant et relançant comme un dieu les formes du monde, dans les mots qui font glisser toutes les semblances et qui pourtant demeurent fixes depuis 2000 ans sous le nom ineffaçable d'Ovide, ainsi qu'il le prédit dans son épilogue. Il le dit dans l'épilogue. Il parle de son nom, il dit que son nom sera ineffaçable. Ouais. Je souriais à l'audace de Bouge mon poème. Bouge, oui, elle a une des... et ce mot bouge, Moe bouge, est un des leitmotifs en fait dans la traduction de Marie Connet. Et c'est pas seulement une familiarité destinée à mettre le poème à notre portée, c'est toute la force en fait du bouger et faire bouger qui est en jeu. Oui. Ouais. Le vivant. Ouais. Alors le feu passe et le poème court en direct jusqu'à Michel, Eddy. Ah oui, mais il faut me dire. Le problème, c'est que je parle plutôt de ex-ponto plutôt que des métamorphoses. Donc s'il doit y avoir encore quelques... Poulot, tu voulais parler des métamorphoses, non? Michel. Vous vouliez pas... Le problème, c'est que je parle d'un après les métamorphoses, moi. Donc si vous vouliez parler... C'est vous qui parlez. D'accord. Pas de problème. Connaît Ovide absolument. Non, c'est pas vrai. Non. Il a des choses à nous dire non, et je dirai quelque chose après. Bon. Non, c'est... En fait, je voulais parler d'un après les métamorphoses, c'est-à-dire des poèmes que Ovide a écrits quand il a été exilé et qu'il s'est retrouvé dans le Pont-Euxin, chez les Gettes, au pays des Sarmates, avec les Scythes. Il y a un tableau de Delacroix. Il y a un tableau de Delacroix, oui, sur la question. Alors, on s'est longuement interrogé sur les raisons de cette... c'est de l'exil et de la relégation, en fait. C'est les deux à la fois. Ce n'est pas une relégation totale parce qu'il ne perd pas ses droits civiques, il ne perd pas la capacité de tester, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont il pourrait revenir après un petit séjour, comme ça pouvait se faire parfois dans la République et dans l'Empire. Et on s'est beaucoup interrogé sur les raisons de cet exil, cours des interprétations, comme quoi il aurait participé à un certain nombre d'activités scandaleuses de la fille d'Auguste et qu'il fallait faire taire un témoin plutôt gênant. Mais on n'a absolument aucun élément dans les textes, ni dans aucune autre forme de trace que ce soit vrai. Comme dirait un très grand spécialiste de l'Antiquité romaine, qui était prof au Collège de France, John Scheid, quand on lui pose une question un peu trop précise et qu'il n'y a pas de réponse, en réalité, il dit « ça n'est pas renseigné ». Et la question donc des raisons de l'exil d'Ovide, ça n'est pas renseigné. Peut-être une hypothèse, une hypothèse, que les métamorphoses, enfin, et tout ce qui a été dit sur les métamorphoses me donnerait envie de suggérer. Peut-être a-t-il été exilé pour la même raison que Platon excluait de la République les poètes, les hommes doubles. Parce que justement, il y a quelque chose dans les régimes forts, quelque chose d'insupportable dans la dualité des êtres et dans une dualité assumée des êtres. Peut-être est-ce le fond de la question, mais j'en suis moi-même pas sûr du tout. Alors, ce qui est intéressant dans le passage par l'exil, c'est au fond ce que ça amène chez Ovide de son propre aveu, si j'ose dire, c'est-à-dire une façon d'être métamorphosé. Il le dit au fond de lui-même, il est à la fois, le jour il est métamorphosé en amertume, dans Ex-Ponto, quand il est dans le Pont-Euxin, le jour il est métamorphosé en amertume, et la nuit il est métamorphosé en cauchemar. Et il est dans cet incessant va-et-vient de l'amertume et du cauchemar, de cette dualité de l'amertume et du cauchemar, et il n'en sort effectivement jamais. Et
le lieu dans lequel il est installé n'est pas fait pour le distraire. Je vais le citer dans la traduction de l'édition Budet. Ajoute l'aspect du lieu dépourvu de feuillage et d'arbres, et l'hiver succédant à l'hiver engourdi. Voilà le 4e hiver épuisant que j'y lutte avec le froid, avec les flèches et avec mon destin. Il y a donc les 3 adversaires, le climat, le destin et les jettes. Mes larmes ne cessent de couler que lorsque l'hébétude les arrête et qu'une torpeur semblable à la mort s'empare de mon cœur. Et on retrouve ici la métamorphose avec Niobé. Heureuse Niobé, bien qu'elle eût vu tant de funérailles, qui fut changée en rocher et perdit ainsi le sentiment de son malheur. Heureuse, vous aussi, dont un peuplier recouvrit de son écorce nouvelle la bouche qui réclamait un frère. Mais à moi, il n'est pas donné d'être changé en arbre. Moi, je voudrais en vain devenir pierre. Vienne Méduse elle-même se présenter à mes yeux. Méduse elle-même y perdra son pouvoir. Je ne vis que pour être en proie à l'amertume, et sa durée aggrave ma peine. Ainsi, le foie de Tithios, éternel et toujours renaissant, ne périt pas afin de pouvoir périr souvent. On retrouve ce que, au fond, il retrouve sur les rives du Pont-Euxin, il retrouve ce qu'il avait déjà traité d'une certaine façon beaucoup plus heureuse, et il le retrouve en tragédie. Exactement. Et l'autre élément intéressant, c'est au fond ce que cela produit, dit-il, dans sa façon d'écrire. C'est-à-dire une forme de componere quod venit. Il dit renoncer au travail. Alors la métaphore éculée des Romains sur l'écriture-réécriture, c'est le travail de la lima, de la lime. Et il dit renoncer à ce travail de la lime, et ce que produit l'exil dans son écriture, c'est justement d'écrire ce qui advient. D'écrire, on pourrait presque dire en même temps, d'écrire au fil de la plume. Je vous cite à nouveau un extrait. Je me contente de rédiger ce qui me vient sans effort, sans nulle raison de me livrer à un travail soutenu. Pourquoi polirais-je mes poèmes avec un soin inquiet? Craindrais-je qu'il n'ait pas l'approbation des jettes? Peut-être suis-je téméraire, mais je me vante que l'hystère n'a pas de génie supérieur au mien. Sur cette terre où je dois vivre, il me suffit, si j'y parviens, d'être un poète au milieu des jettes sauvages. Pourquoi chercherais-je la célébrité à l'autre extrémité du monde? Que le lieu assigné par le destin remplace Rome pour moi. Ma muse malheureuse se contente de ce théâtre. C'est le fameux hoc mea contenta est infelix musa theatro. Et c'est peut-être, au fond, ce qui est le plus fort dans cette métamorphose, entre guillemets ou pas, de l'écriture de l'exil, c'est-à-dire qu'il va, à partir de là, être l'écrivain à la fois d'une vie quotidienne de l'exilé, une espèce de chronique des confins de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on a, et c'est assez rare, on a au fond 2 grandes chroniques des confins de l'Empire romain dans la littérature latine, qui sont séparées au fond par un petit siècle, même pas. C'est d'une part ces pontiques d'Ovide, qui nous décrivent ce qui se passe dans le pays instable des Gettes, et à l'autre extrémité du siècle, vers la fin du siècle, on a le Agricola de Tacite, qui nous raconte la conquête de la grande île bretonne par les Romains, et qui nous donne, elle aussi, une chronique des confins de l'Empire, puisque pour un Romain,
l'extrémité nord de la Grande-Bretagne, c'est très exactement le bord du monde. C'est le bord du monde. Après, il n'y a plus rien. Et il y a, dans Agricola, il y a un texte, un passage magnifique. Agricola était le beau-père de Tacite et un des grands généraux de l'Empire. Et à la veille de la grande bataille du mont Gropius contre les barbares, il fait sa harangue devant ses soldats, sur le front des troupes, et il leur dit « Nec inglorium fuerit » et il ne serait pas sans gloire. In ipso terrarum et naturae fine, qu'est qui dit de tomber là où finissent les terres et la nature. Il ne serait pas sans gloire de tomber là où finissent les terres et la nature. C'est l'extrémité du monde donnant au fond le caractère épique de la chose, ce qui fait d'ailleurs que dans les poèmes d'Ovide, on est également toujours en lisière de cette dimension épique. Ce n'est pas seulement le drame individuel d'un exilé, c'est aussi quelque chose qui est la grande instabilité des confins de l'Empire qui se joue dans cette poésie. Voilà, je crois que Permettez-moi d'être bref et énigmatique. Le poème levé de sens par les sorites de l'apparentement onomastique, la fausse étymologie inventive, le lapsus polymétique, dans la fantastique chambre d'écho d'une langue où se répercutent nos testaments éponymes, quelque chose comme l'interminable onomatopée du langage se faisant langue traductrice et traduite. Je crois que c'est Martin qui m'avait dit, suggéré de lire un poème d'Anaé dans le lit. Mais alors, je vais vous lire à ce point un poème bref qui vient de Ouidi. Le poème « Comme mu, les dieux en leur nom, la peine en roseau, la pudeur en laurier, le meurtre en perdrix. C'est un nom composé avec le côté pierre des pierres, les prénoms des vivants, la moue en hure de luxure, avoine et pivoine siamoisées sur le champ, et de toute façon la distance qui sépare les linges du poème privé de Genèse. Et là, juxtaposé, parce que dans un plus long discours, j'aurais pris le temps d'y arriver, je voulais, au fond, passer par Proust, quoi. Métamorphose d'aujourd'hui, enfin, si je peux dire, moderne. Alors, je prends ce cours chez Proust un instant, ainsi condensé. L'essence, 2S, est essence, E-S-C-E-N-C-E. Incoativité, réminiscence, adolescence, sénescence, et si on pouvait l'écrire, jouissance, S-C-N-C-E. Alors, en remarquant que la différence ne s'entend pas, elle tient à une lettre imperceptible, sans chibolette donc. La vie de Marcel Proust est une inversion. Changer le jour en nuit et la nuit en jour. Il dépensa des fortunes pour en imposer le régime aux mondains. Éveiller l'humanité à sa nuit, par le narrateur Marcel, transfigurer le temps perdu en temps retrouvé, en le reconnaissant par le poème. L'œuvre, guillemets, plus, je ne sais pas tout à fait littéral, ça fait rien, je reconnus la vision éblouissante, c'était Venise, appelée par son nom. La vision arrache le temps à sa perte, c'est-à-dire à sa mort, par les anneaux d'un beau style. Telle reconnaissance est-elle aujourd'hui ce à quoi nous avons renoncé? Il semble que la connaissance scientifique a forclos, on va dire la diplopie, le voir double, la Gelassenheit, la reconnaissance de Sélénée Artémis ensemble avec la lune astronautique semble difficile, sinon perdue.
je m'arrête sur ces propos énigmatiques. Merci beaucoup. Ne vous battez pas. Mais non, mais alors, bon. Pardon. Non, mais je voulais que Martin lise un poème de lui, pour le coup. Tu vas le faire après, alors? Oui. Bon. Si j'ai été sage, dit-il. Non, vous savez même pas comme ça. Bon. Non, je n'ai rien préparé. Donc, c'est juste des remarques en marge ou après. Ou, comment. Je crois me souvenir que les métamorphoses d'Ovide étaient appelées au Moyen-Âge la Bible païenne. C'est-à-dire que la poésie, là, cette poésie-là, était comme une sorte d'alternative à la croyance chrétienne obligatoire. C'était aussi l'espace du jeu, finalement, l'espace de l'imagination et du jeu. Et il me semble aussi que les métamorphoses d'Ovide ont pu fournir à l'art, aux arts plastiques spécialement, plastique en effet, la plasticité des arts comme la peinture, des sujets, des ressources, des élans. Je pense en particulier à certains des plus grands tableaux, plus grands, le mot est ridicule, plus magnifiques tableaux que je connaisse, certains tableaux du vieux Titien, inspirés par les métamorphoses. Je pense, et là Martin qui lui-même a écrit un Actéon, je pense à l'Actéon du Titien, qui est un tableau extraordinaire, où la peinture même est en jeu comme telle, hein, où l'on voit Actéon se métamorphoser en cerf, et Diane le cribler, lui tirer une flèche sur lui. Mais la plasticité dans ce tableau, le ressort même, la ressource même qu'est le pigment, tout ça, c'est l'art lui-même qui est en jeu. Et c'est vraiment, donc, les métamorphoses d'Ovide ont donné à l'Occident, je crois, le sens, vraiment, un des sens, une des ressources fondamentales de la créativité artistique, de la créativité picturale en particulier. Mais vous savez bien que ça se trouverait aussi dans la musique, bien sûr, y compris au XXe siècle. Il y a une des musiques les plus fortes d'un compositeur, l'égard desquels j'ai parfois des réticences, c'est Richard Strauss, mais il y a des métamorphoses de Strauss qui sont tout à fait extraordinaires aussi, et qu'il faudrait étudier dans la ligne des métamorphoses d'Ovide. Et je voudrais aussi dire que... Alors, Michel, la science, oui, mais il serait tout de même intéressant de revenir sur les théories scientifiques du XIXe siècle, fondamentales, sur les métamorphoses. Et sur Goethe, essayant de penser entre poésie et science la métamorphose des plantes. Il y a vraiment, là j'ai l'air de faire le malin, je fais un cours, non, pardon, mais je veux dire, c'est tellement passionnant que tout ça c'est le sillage d'Ovide tout de même. Et donc au XIXe siècle aussi, et même au temps de la science, et d'une certaine façon au XXe siècle, la question reste posée, y compris dans les confins de la pensée scientifique. Darwin, transformisme. Eh bien oui, Lamarck et Darwin, absolument. Il y a quelque chose là, c'est pas éteint tout ça. Voilà. Et je terminerai, puisque je ne veux pas être bavard, je terminerai en évoquant simplement... Tu veux dire quelque chose ? Non, sur cette question-là, Emmanuel Ecocha prépare une réflexion qui s'appellera théorie de la métamorphose et qui est exactement dans cette logique, c'est-à-dire jouant Lamarck contre Darwin et Lynn Margulis contre une pensée de l'évolution. Mais ce qui me frappe, c'est qu'Ovide n'a aucune présence dans ce développement, mais c'est une pensée du métamorphique. Et c'est un des mots-clés de la science actuelle. Oui. Bon, je le lirai avec beaucoup de passion, je crois. Alors. Oui. Et puis, dernière remarque, je crois que, enfin, je vais dire une évidence, une énorme évidence, c'est que dans les littératures du XXe siècle, les métamorphoses, évidemment Kafka, on y pense tout de suite, mais les métamorphoses ont une présence d'une intensité exceptionnelle. Ça demande tout de même réflexion. On pense à Kafka, certes. Moi, je pense à un autre auteur allemand
de langue allemande, et allemand d'ailleurs, c'est Hans-Henning Jahn, qui n'est pas tellement connu, je crois, qui est un auteur que je trouve absolument passionnant, un auteur de la première moitié du XXe siècle, un peu au-delà de la moitié du XXe siècle. Et ce qui est passionnant pour moi chez Jahn, c'est que ce n'est pas seulement comme chez Kafka, un corps, un être, un individu, dont le corps se transforme en un insecte, c'est qu'il y a des métamorphoses élémentaires au sens où se transforme, se transfigure de manière inquiétante ce dans quoi on baigne. L'élément lui-même se métamorphose. Les repères spatio-temporels, les dimensions de l'espace se métamorphosent. Tout d'un coup, l'espace lui-même devient quelque chose qui n'est plus du tout stable. Vous voyez, souvent, on pense aux métamorphoses, même chez Kafka. L'espace, les repères, la maison, tout ça, c'est stable, et quelque chose se métamorphose là-dedans. Mais là, il se trouve que quelque chose se métamorphose, mais aussi tout ce dans quoi il y a métamorphose se met en mouvement, se met à se transformer. Ça, c'est absolument fascinant. Et je trouve ça dans beaucoup d'auteurs modernes. Et je vais en donner simplement un exemple, et après je m'arrêterai là. Merci, oui, c'est gentil. Oh non, mais je vais lire très peu parce que c'est juste un fragment. Et c'est un fragment un peu sarcastique. J'ai traduit avec une collaboratrice coréenne qui parle très bien le français. J'ai traduit une poète coréenne contemporaine, tout à fait d'aujourd'hui, qu'on a invitée ici, dont on a fait des lectures ici, qui s'appelle Kim Il-sung. C'était une poète pour qui j'ai la plus grande admiration. C'est quelqu'un d'absolument passionnant et comme personne aussi tout à fait remarquable. Et il y a un côté chez elle, elle s'explique là-dessus d'ailleurs, il y a un côté, je ne sais pas s'il faut dire féministe, mais il y a un côté sarcastique, révolté à l'égard vraiment du patriarcat coréen qui a été et qui dans une certaine mesure demeure spécialement pesant et verrouillé. Et donc chez Kim Il-sung, dans les poèmes de Kim Il-sung, tout se met en mouvement, mais en mouvement interne, en mouvement de transformation, en mouvement substantiel. Pas quelque chose qui bouge, mais quelque chose qui, dans toutes ses composantes, est en train de se décomposer et recomposer. Et comment aussi ces poèmes, c'est plutôt les figures qui, dans ces poèmes, des individus, des objets qui entrent en métamorphose, ont la force de happer, je dirais, non seulement l'élément, j'y reviens, dans lequel il y a ce type de mouvement qui est la métamorphose, mouéré, mais happer l'élément même, mais aussi tout ce qui tient l'espace-temps, le contient, le fait tenir, le fait se rendre fixe et stable. Tous les repères, tout se met à être avalé dans les processus de métamorphose. Donc, si une figure, dans un poème de Kim Il-sung, se métamorphose, c'est souvent de manière sarcastique, de telle manière qu'elle provoque et l'espace et le temps, mais aussi tout ce qui assurait un espace-temps commun dans lequel les individus vivent. Je ne sais pas si je suis compréhensible. Mais voilà. Donc, alors, je vais vous lire juste un tout petit bout, mais simplement presque pour la plaisanterie, comme elle sait faire, parce qu'elle sait rire aussi, et rire en poésie. Hein. Et elle dit dans un poème qu'elle en a assez de faire cuire du riz tous les jours, vous voyez, quand on est en Corée, etc. Et c'est donc son rôle de femme, etc. Et elle parle de sa cocotte minute. Et voilà une métamorphose de cocotte minute. Mais dans cette métamorphose grotesque de cocotte minute, c'est en un sens toute l'histoire, tout le temps, tous les personnages politiques qui pourraient, et qui dans d'autres poèmes d'elle, pourraient basculer. Le poème dont je vais vous lire un très court extrait est tiré d'un recueil intitulé, ça va aussi dans le sens de ce que je dis, « Ordures de tous les pays, unissez-vous » Hein? Tu vas le lire. Je lis non, je lis pas le poème ordure de tous les pays. Je lis un tout petit bout, simplement, c'est un peu sarcastique. Non, c'est quoi? Non, rien. J'ai pas compris. Dis-moi. Non, on a envie que tu lises. Mais que tu parles aussi. Non. Bien sûr. Transformé en cocotte, entre guillemets, un autre Titanic fut construit en 1911 et le lieu de lancement fut Southampton. Vitesse 22 nœuds,
paquebot, charge de plus de 2000 personnes pour un seul voyage. Il fut démonté l'année de mon mariage. Et ça aussi, c'est assez sarcastique, et je connais qui met ça en plus. Il fut démonté l'année de mon mariage. Aujourd'hui, il a été transformé en grille-pain, bouilloire, poêle chinoise et cocotte minute coréenne. Grosse bête couverte de blessures. Voilà, je m'arrête. Bien, et donc, une réflexion, 4 propositions et un poème. Barbarus ego sum, quia non intelligor illis. Barbare, donc, moi je suis, parce que je ne suis pas compris d'eux. Depuis les suggestions des philologues jusqu'aux travaux plus récents d'un Segal ou d'un Galinsky, que rappelait Eddy, les historiens de la littérature latine ne semblent pas encore en mesure de s'accorder avec certitude sur les raisons qui ont poussé Auguste à exiler Ovide à Tomis. La scène se passe en 9 après Jésus-Christ. Ovide a 52 ans, le bel âge. Il mourra en 17 ou en 18, relegatus, chez les Scythes. Le poète évoque dans les Tristes, 207, duo crimina, Carmen et error. 2 crimes, un poème et une erreur. Le poème, c'est l'art d'aimer. Quant à l'erreur, Eddy le rappelait, on essaie encore de la percer à jour, trahison, indiscrétion, licence, art divinatoire. Cet exil vaut ce célèbre vers où le barbare existe par l'incompréhension des autres. Et Rousseau fera de ce vers une de ses devises où il résume les conditions concrètes de sa prise de parole, et Delacroix y trouvera l'inspiration d'un de ses tableaux dont Baudelaire écrit que lui seul sait les concevoir et les peindre. En mai 2015, quelques étudiants de l'Université de Columbia se sont plaints de s'être vus infliger la lecture des Métamorphoses d'Ovide et ont saisi les autorités de la faculté des lettres pour qu'un avertissement, a trigger warning, accompagne cette lecture. Il se trouve qu'une étudiante qui avait été victime d'un viol n'a pas supporté en cours la lecture des Métamorphoses de Perséphone et de Daphné telles que les rapporte Ovide au livre 5 et au livre 1. Cette étudiante, très mal à l'aise, a dû quitter le cours et peut-être même l'abandonner. Elle n'a pas réclamé, bien sûr, l'interdiction des Métamorphoses, mais une forme subtile d'exil, une marque d'opprobre, comme un signe sur le livre, une tête de mort, j'ai pensé, peut-être, comme pour les poisons. Il n'est pas complètement inutile de citer son plaidoyer. J'ai trouvé tout ça grâce à un ami sur Internet. Les Métamorphoses d'Ovide se trouve être un des textes obligatoires de notre cours d'humanité, mais comme tant d'autres textes du canon occidental, il contient des matériaux provocateurs et offensants qui marginalisent les identités dans la classe de cours. Pour mesurer la portée de l'affaire, il faudrait que je rappelle ici l'importance de ce cours de Lithium, les humanités littéraires, qui constitue le socle culturel de la grande bourgeoisie américaine, de ses élites. Tous les étudiants y sont soumis avant de se spécialiser, et c'est ce cours, vous le savez, qui permet aux médecins de citer Dante, aux avocats de manier Shakespeare, et à la classe politique américaine de se croire, jusqu'à la dernière élection, la plus cultivée du monde. Ce cours, qui offre des lectures des grands classiques, permet en effet aux étudiants de découvrir Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, Wordsworth, Victor Hugo. Or, au sein de cette liste, Ovide semble faire problème. Mais d'autres aussi, apparemment, et pour ma part, je me demande si à ce compte-là, il ne faudrait pas plutôt interdire la Bible pour les mêmes raisons, et à tout le moins l'Ancien Testament
où les viols abondent. En quoi les récits d'Ovide exposent-ils les étudiants fragiles à des risques? Parce qu'ils les provoquent, les menacent, les, je cite, marginalisent dans leur identité. La compréhension de cette phrase pose problème. Sans doute faut-il comprendre que ces récits suscitent des émotions chez des étudiants qui préféreraient qu'on les laisse tranquilles et que leur réaction excessive marginalise. On n'a pas envie, en effet, en cours, de dire pourquoi telle ou telle chose nous gêne, nous fait honte, nous met mal à l'aise. La sommation de s'en expliquer redouble en effet l'embarras. Ce ne sont donc certes pas les livres eux-mêmes qui marginalisent, mais les réactions qu'ils suscitent en public. Il y va ici de la bonne distinction d'Austin entre illocutoire et perlocutoire. Les effets perlocutoires d'un texte ne font pas partie de son programme. Pour le reste, un lecteur d'Ovide a un peu de mal à accepter, Marielle et Luca le rappelaient, l'emploi général du mot identité dans un tel contexte. Mais il y a plus. Et on fait plutôt le pari ici que l'étudiante aurait dû, si elle le pouvait, accepter de se plonger plus radicalement dans les métamorphoses. Car ce que disent ces poèmes, c'est l'impossibilité d'assigner des limites aux identités. Italo Calvino évoque dans sa préface à l'édition italienne des Métamorphoses ce qu'il appelle les indistinti confini, les confins indistincts. Ovide est le poète subtil des identités flottantes, changeantes, indistinctes. Le poème, donc, c'est les métamorphoses. Le crime, c'est de chanter, tu le suggérais, Eddy, la vie des formes qui changent de corps, et non des corps qui changent de forme. Ça, c'est un test pour valider les traductions d'Ovide. Il faut voir si le premier vers dit bien ça. Ce n'est pas les corps qui changent de forme, c'est les formes qui passent de corps en corps. Certes, l'étudiante a raison, tout cela n'a rien de rassurant, mais rien non plus qui puisse marginaliser qui que ce soit, au contraire, et pour cause, la loi de la métamorphose est évidemment transsexuelle, transgénérique, transélémentaire, disais-tu, et presque, je dirais, transcendantale. En tout cas, pour citer De Guy, elle transite tout, rien n'y échappe, et nombreuses furent les tentatives pour limiter les effets de cette loi. Parmi elles brille l'étrange entreprise, tu y faisais allusion tout à l'heure, Claude, de l'Ovide moralisé, poème qui remonte au commencement du XIVe siècle et qui propose une version orthodoxe des Métamorphoses. Il faut s'accrocher parce que c'est très difficile de faire coller les Métamorphoses et la Bible. Mais il y a plus encore. Les Métamorphoses d'Ovide sont œuvres de langage. Elles ont construit pour l'Occident, des poètes et des peintres, des philosophes et des musiciens, le répertoire symbolique des mythes de la métamorphose. Sans passer, ou même sans prévenir, ou sans garder, c'est se mutiler. Et il me semble qu'on est là pour lutter contre cette mutilation. Alors, je disais, après ce propos, que je voudrais faire 4 propositions. La première, elle est un peu polémique, mais je pense qu'on est tous d'accord, donc je ne sais pas contre qui elle est polémique, mais bon. C'est que les métamorphoses ne sont pas des mythes. Les métamorphoses d'Ovide ne sont pas des mythes. Ce sont des poèmes. Ovide est un poète qui recueille en son siècle une espèce de bibliothèque faite par les mythographes, composée par les mythographes, que les lecteurs d'Ovide connaissent et dont ils vont chercher la formulation poétique chez Ovide. Et c'est bien ce que tu as montré, c'est-à-dire qu'il y a une poésie d'Ovide. C'est difficile de dire les mythes d'Ovide. Non, c'est pas du tout un mythographe. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler ce que dit Lévi-Strauss, c'est que ce qui distingue les mythes des autres productions symboliques textuelles, c'est que les mythes ne sont pas signés. D'accord ? Et donc, les mythes d'Ovide, ça ressemble à une contradiction. La deuxième proposition, c'est de dire de la poésie, en tout cas européenne, et puis, évidemment méditerranéenne, ce que Whitehead
disait de Platon, hein, vous vous souvenez, cette formule un peu provocatrice, hein, Whitehead dit, finalement, la philosophie occidentale, hein, est un ensemble de notes en bas de page au texte de Platon. On peut dire, hein, d'une certaine manière, qu'une grande partie de la poésie occidentale est un ensemble de notes de bas de page en dessous des métamorphoses. Et au moins jusqu'à De Guy. Bon, alors, troisième proposition. Alors, on ne l'a pas beaucoup dit, mais Luca l'a dit. Les métamorphoses, ce sont des poèmes d'amour. Et la formule d'une chanson que nous fredonnions souvent il y a quelques années, hein, le dit, les histoires d'amour finissent mal en général. Ben, chez Ovide, elles finissent toujours mal, et les métamorphoses, ce sont des histoires d'amour qui sont relayées dans la métamorphose, hein, pour transformer, transcender la fin tragique, hein, d'union impossible. Et donc, il n'y a pas de différence entre l'art d'aimer et les métamorphoses. Hein. Enfin, disons que c'est l'art de vivre après l'amour. Hein. Alors évidemment, sous forme de tronc, c'est moins bien que sous forme de fleuve, peut-être, mais en tout cas, bon, c'est bien de ça dont il s'agit. Enfin, quatrième proposition, hein, je voudrais, parce que ça m'a frappé en lisant la traduction de Marie et en entendant Laurent en parler, hein, souligner un point. Le grand philologue Spitzer, hein, qui est un des auteurs phares de la revue en ce moment, a publié un texte que beaucoup d'entre nous adorent, hein, qui est un texte sur La Fontaine, et qui s'appelle « La Fontaine, poète de la transition ». Alors nous tous ici, hein, nous toutes et nous tous, nous aimons La Fontaine. Et Spitzer dit, voilà, en fait, ce qui fait la gloire de La Fontaine, hein, c'est son art des transitions. Alors, il va chercher la transition chez La Fontaine, surtout dans le rapport entre la métrique, hein, disons l'hétérométrie de La Fontaine, hein, et la construction syntaxique. Mais alors, pardonnez-moi d'être trivial, mais entre Ovide et La Fontaine, question art de la transition, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Ovide, c'est un immense poète de la tradition au sens distingué par Spitzer, hein, et ce que, à mon avis, Marie Connet restitue avec puissance, hein, et verve, c'est cet art de la transition qui repose pour l'essentiel chez Ovide, hein, sur, bien sûr, la métrique, hein, bien sûr le lexique, mais un art tout à fait extraordinaire du participe présent. Alors il y a un art du participe présent chez Ovide, hein, qui y fait des choses très très bizarres, hein. Par exemple, j'en donne un seul exemple qui était dans le texte de Eco, hein. Fugit fugiens. Elle fuit fuyant. D'accord ? Donc il y a des espèces de superpositions entre des présents de l'indicatif et des gérondifs, enfin des participes présents, absolument stupéfiants. Et puis, dernière proposition, j'ai été très frappé, comme nous toutes et nous tous, je crois, par le discours de Marielle, hein, inaugural. Une des puissances d'Ovide, c'est aussi de mettre donc, cet art de la transition au service d'histoires d'amour qui finissent mal, hein, sous le chef général, complexe et touchant du destin. Et Ovide, hein, c'est un poète des destins, et les destins chez Ovide prennent des formes divines, hein, tu l'as rappelé, et les dieux chez Ovide ne sont pas plus fréquentable que dans l'Iliade. C'est peut-être pour ça que Luca s'y intéresse. Hein. C'est des dieux méchants, des dieux féroces, des dieux rancuniers, des dieux jaloux, des dieux transformeurs et parfois transformistes, et des dieux de la vengeance. Voilà. Alors, dernière chose, hein, et j'accepte ce que Claude me demande, hein, c'est-à-dire de lire un poème. Pas du tout par je ne sais quel désir de se comparer à Ovide, mais tout simplement pour dire la chose suivante, c'est que cette puissance... Alors, on pourrait dire les choses comme ça. Lévi-Strauss a dit, qu'est-ce que c'est un mythe ? Hein, il dit, un mythe, c'est un dispositif de transformation. Et c'est sûr que Ovide a transformé en poème des mythes, et a donné à ses lecteurs et à ceux qui sont saisis par sa puissance poétique, hein, des élans, tu disais, hein, des désirs de transformation.
Et je crois que pratiquement tous les poètes qui écrivent ici, c'est pour ça que je voulais que Michel lise Danaé, parce que c'est un grand poète post-ovidien, donc ovidien, lise sa Danaé. Et donc, oui, de fait, je me suis plongé dans Actéon récemment. Si on peut dire qu'on se plonge dans les entrailles d'un cerf, oui, c'est pas très bien vu comme image. Parce que j'ai été saisi, évidemment, par ce scénario, Diane Actéon, scénario ô combien destinal et histoire d'amour ô combien malheureuse. Et j'ai entendu la même sollicitation que Marie et que Pierre et que Luca et que Marielle, c'est-à-dire j'ai été frappé par la figure d'Écho, qui ne figure pas dans le mythe évidemment d'Actéon, mais j'ai fait d'Écho celle qui, jalouse de l'amour qu'Actéon portait à Diane, l'avait attirée en Gargaphie, qui est le lieu où... voilà. Et donc, si vous voulez, hein, c'est une métamorphose à partir... Enfin, c'est un poème métamorphosé, métamorphique, hein, comme on dit des pierres, inspiré de cela. Et donc, c'est Écho qui comme l'Hermès de Rilke, hein, qui pousse Orphée à se retourner, là, c'est Écho qui pousse Actéon, et Écho récite un poème, hein, avant que Actéon lui-même ne puisse plus parler. Et le poème qu'elle récite, hein, c'est un poème sur les métamorphoses, en fait. Voilà. Et le voilà. Le poème d'Écho. Le rossignol que Keats entendit une nuit d'avril 1819 dans une banlieue de Hampstead est le même que celui qu'entendirent dans les champs d'Israël Ruth la Moabite et Ovide à Rome sous Auguste, à moins qu'il ne chantât déjà chez les Scythes avant. Et le rossignol de mes amours est celui de Shakespeare. Et Luis Mariano offre à l'histoire une nouvelle réfutation du temps, soutient la nymphe Écho dans ce poème. Un seul cerf est né, poursuit-elle. Un seul cerf est né sur la terre. Affirmer le contraire est pure statistique. En ajouter un seul est impossible, tout comme serait impossible d'ajouter l'odeur de l'enfance au rêve que tu finis l'autre nuit, pendant qu'il pleuvait sur les persiennes. Les cerfs noirs de Lascaux sont les lointains descendants des cerfs de Cafsé, où un petit garçon est couché dans la mort, tenant un massacre de cerfs entre ses mains, comme on s'agrippe à un doudou, un objet traditionnel de 92 400 ans, plutôt efficace. Ce sont les mêmes cerfs qui dégringolent dans la grotte des Trois Frères, où un chaman se dresse sur ses jambes avec un masque de cerf pour une moonwalk, et ceux qui sautent de la paroi du barranque de la Valtorta, où un grand cervidé, entouré de sa harde de 7 biches et de 2 fans, surpris par 4 chasseurs armés d'arcs et de flèches, saute de la falaise dans une avalanche de brindilles. Certaines biches sont déjà percées de flèches. Un seul cerf donne accès au monde souterrain des Indiens Wixárikari du Mexique, et c'est la ramure du même cerf que dessine la carte d'accès au monde invisible chez les chamans de Sibérie. C'est lui qui veille sur les tombes chinoises, 15 siècles avant Jésus-Christ, et qui veille sur d'autres en pointant ses andouillés vers le défunt. Le dieu cerf Cernunnos, dieu gaulois et celtique, doit revenir sur terre sous la forme d'un homme et siéger aux côtés de son épouse, Gaïa, la grande déesse de la terre. Smertulus doit sacrifier le cerf qui accompagne Cernunnos, et on pense à Jésus-Christ aussi, le dieu cerf sacrifié, sacrifice des fils, sacrifice des crucifères. Et comme Hubert suspend la chasse devant le corps du crucifié qui lui parle par la bouche du cerf, au IXe siècle, Balkh Ibrahim Adam croise une gazelle qui l'invite à renoncer au monde. Et Siddhartha abandonne son royaume pour devenir Bouddha
et un souverain se fait anachorète, et comme le Christ avait dit au chasseur, « Placidus, pourquoi me poursuis-tu? Je suis le Christ, celui que tu adores, sans le connaître encore. Va en ville et fais-toi baptiser. » De même, Rumi rapporte que la biche aurait dit, « As-tu été créé pour m'achever? On ne t'a pas créé pour donner la mort, pas amené du néant pour me chasser. » Le cerf des mandalas de Nara au Japon, qui unit le disque solaire de la déesse Amaterasu à 5 Bouddhas, est le même que celui de l'église de Canongate à Édimbourg et dont le trophée soutient le bandeau Sikh Itour ad Astra. Les filles biches peuplent la matière de Bretagne, comme les saints au cerf ou les hommes chevreuils, les récits hagiographiques de l'islam turc et des soufis. Merlin chevauche un cerf, comme le maître de vie des bourriates de Sibérie. Un seul cerf, poursuivi à corps et à cri, a buissonné pour refaire sa tête, a oyé le vent citharisé, a musé parce qu'il avait senti la nature de la biche, a levé le nez en l'air pour remercier nature. Un seul est remonté parmi les ormeaux à l'argent tremblant, a été forcé, débusqué. Un seul cerf a vu ses sentiments se renforcer. Un seul cerf a contemplé le vaste soir. Il a croisé le regard du chasseur, il a attiré le regard du chasseur, il a suspendu sa gâchette, embrassé la fraîcheur de l'air, le mouvement des feuilles, le roulement des nuages. Un seul en demeure a regagné sa chambre. Je te parle, Diane, de l'unique, de l'un, de celui qui est toujours seul. Je te parle, Diane, de l'unique, de l'un, de celui qui était toujours seul et que tu vas rendre bien plus seul encore.